Bonjour à tous et à toutes bien sûr. Bon voilà, je vais vous parler aujourd'hui du congrès de Tours et de la nécessité de le célébrer, de le commémorer dans une perspective d'avenir. C'est ce qu'envisage de faire le pôle de Renaissance communiste, puisque l'année 2020 est aussi le 100e anniversaire du congrès de Tours par lequel le Parti socialiste de France a adhéré à l'Internationale communiste et est donc devenu le Parti communiste français. Plus exactement, la section française de l'Internationale communiste. Alors la première raison, c'est tout simplement qu'il faut rendre hommage, historiquement, et c'est aussi un devoir de mémoire, au choix des communistes, au choix de ceux qui ont décidé à l'époque de devenir communistes, qu'ils soient d'anciens membres du Parti socialiste, qui avaient refusé l'union sacrée du Parti socialiste avec les fauteurs de guerres impérialistes, que ce soit des syndicalistes révolutionnaires qui n'étaient pas adhérents au Parti socialiste, que ce soit les militants du comité pour l'adhésion à l'Internationale communiste qui avaient les yeux tournés vers la toute récente révolution d'octobre conduite par Lénine. Ils ont fait le bon choix. Ils ont fait le bon choix d'abord avant même, en amont, en quelque sorte, du congrès de Tours. Je pense en particulier aux mutins de la mer Noire, qui, envoyés par Clémenceau pour tirer sur les ouvriers russes en révolution dans le port d'Odessa, ont refusé, effectivement, de tirer sur leurs frères de classe, à l'appel en particulier de Charles Tillon, d'André Marty et d'une femme admirable dont on a bien oublié le nom, qui s'appelle Jeanne Labourbe, une institutrice française devenue bolchevique en Russie. Et donc ils ont fait le bon choix parce que finalement on voit bien quand même que tout ce qui s'est fait de positif dans le XXe siècle en France, eh bien c'est fait avec le concours, pas seulement, mais principalement des communistes. Je pense évidemment aux luttes contre les guerres coloniales, que ce soit avant 1940 ou que ce soit après la Seconde Guerre mondiale, où les communistes ont toujours été à l'avant-garde du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, sous le mot d'ordre d'Engels, un peuple qui en opprime d'autres ne saurait être libre. C'était aussi de la liberté de la France qu'il en allait dans ce combat contre le colonialisme. Ils ont fait le bon choix aussi avec le Front populaire, puisque c'est à l'initiative principalement des communistes que s'est élaboré le Front populaire de 1934, 35, 36, avec en particulier la grande initiative effectivement de Maurice Thorez et Jacques Duclos, que de lier le combat patriotique au combat antifasciste, les deux drapeaux, le drapeau français et le drapeau rouge, et cela effectivement pour battre le fascisme, pour des réformes sociales importantes autour effectivement de la mobilisation ouvrière, les occupations d'usines, en jonction avec la CGT unitaire puis avec la CGT tout court, et enfin bien sûr la lutte contre le fascisme en Espagne et contre le fascisme dans toute l'Europe. Puis ce furent les combats de la résistance dans lesquels les communistes sont entrés les premiers, malgré toutes les calomnies odieuses, ignobles, dont ils sont sans cesse chargés. Je rappelle que l'appel du 18 juin est une excellente chose, que nous saluons bien bas, et nous ne sommes pas sectaires, nous les communistes, à l'égard de la France libre et de Charles de Gaulle, mais qu'il a été précédé par l'appel du 17 juin de Charles Tillon, membre du bureau politique du Parti communiste français, clandestin, interdit par les autorités françaises de la Troisième République, parti qui n'en a pas moins du sol français à partir de Bordeaux, a effectivement lancé l'appel du 17 juin à la résistance contre Hitler et ses collaborateurs français. Et puis il y a eu évidemment tous les sacrifices de la résistance armée en particulier, dans lesquels les communistes ont joué et de loin le rôle principal. Il n'est qu'à aller voir si des gens en doutent, puisque les manuels d'histoire sont ce qu'ils sont, les noms gravés à la citadelle d'Arras, au Mont Valérien, à Châteaubriand et dans 100 autres endroits de France où l'on voit le nom de francs-tireurs et partisans français ou de FTP-MOI. Et puis ensuite, évidemment, les grandes conquêtes de la libération, qui sont toutes liées à des noms de ministres communistes qu'on s'acharne à faire oublier. Je rappelle que le statut de la fonction publique, c'est Maurice Thorez, ainsi que la nationalisation des charbonnages, ainsi que le statut des fonctionnaires et des mineurs, que c'est Thorez qui a fondé le premier SPIG dans la fonction publique,
que c'est Marcel Paul qui a nationalisé EDF et qui a créé les œuvres sociales d'EDF, qui ont servi de moteur en quelque sorte, et de modèle à tous les travailleurs de France voulant gagner des acquis sociaux, que c'est les ministres communistes aussi qui ont poussé à la roue pour la nationalisation de Renault, que c'est le grand Ambroise Croizat qui a mis en place effectivement les retraites par répartition, la sécurité sociale, les conventions collectives généralisées, le code du travail, les comités d'entreprise, et j'en passe. Tant pis si j'en oublie, bon, il y avait aussi d'autres ministres communistes, François Billoux, Casanova, Joliot-Curie qui a relancé fortement la recherche scientifique française et ainsi de suite. C'est tout cela qui n'est pas de l'histoire ancienne, puisque c'est ce que nous défendons contre cette construction européenne de malheur qui privatise tout le secteur public, qui détruit la bataille de la production qu'ont mené les communistes pour relever la France en 1945, qui désindustrialise notre pays, qui dévaste ses services publics, qui casse les acquis sociaux. Voilà, donc c'est l'actualité. Défendre le passé dans ce qu'il a de meilleur, c'est prendre appui sur lui pour avancer. C'est ce que disait le poète Arthur Rimbaud quand il disait il faut être résolument moderne, tenir le pas gagné. Tenir le pas gagné. On lâche rien, quoi, façon de dire d'une façon plus poétique. Voilà, alors ça c'est d'abord l'aspect historique, mais pas mémoriel seulement. La mémoire, comme dit notre président du PRCF, Léon Landini, ne vaut pas que pour le souvenir, elle vaut pour le devenir. Alors, la deuxième raison fondamentale pour laquelle nous allons célébrer le congrès de Tours, et le célébrer dans l'actualité, effectivement, c'est que, effectivement, nous disons que si notre peuple recule comme il recule en ce moment, sans arrêt, sur le plan de sa souveraineté par rapport à l'Union européenne ou par rapport à l'OTAN, sur le plan de ses acquis sociaux, avec ces directives européennes qui n'en finissent pas de sabrer dans les dépenses publiques, dans celles de l'hôpital, dans celles de l'éducation nationale, dans celles de la protection sociale, eh bien c'est aussi parce qu'il n'y a plus de grands partis communistes, comme il y en avait un en 1945, où le Parti communiste faisait près de 30% des voix, où la CGT comptait plus de 5 millions d'adhérents, et où le PCF était unanimement salué comme le parti des fusillés, avec à l'arrière-plan la victoire de l'Union soviétique sur Hitler, dont je rappelle que le général de Gaulle lui-même déclarait à Moscou en 1944, lors du traité d'amitié signé avec Staline, amitié franco-soviétique, déclarait, je cite, « C'est la Russie soviétique qui a joué le rôle principal dans notre libération ». Voilà des phrases qu'on n'a pas entendues tellement le 18 juin dernier. Alors, oui, tant qu'on avait un grand parti communiste dans ce pays, l'indépendance nationale était défendue, la paix mondiale était défendue, les acquis sociaux finissaient par grignoter le capitalisme sans, bien entendu, parvenir encore à l'abattre, mais tout simplement parce que la classe dominante, les capitalistes, avaient peur que les communistes ne deviennent majoritaires, que les communistes finissent par, effectivement, amener le socialisme dans notre pays. Et pour cela, ils étaient bien obligés de lâcher sur les acquis sociaux. Quand on ne craint pas de perdre le pouvoir, quand on ne craint pas d'aller au socialisme, comme c'était le cas à l'époque du MEDEF et de la grande bourgeoisie française, on ne lâche rien. Et au contraire, quand on a un parti communiste qui est très diminué et qui a, comme aujourd'hui c'est le cas du PCF, abandonné les 99 centièmes de sa doctrine originelle, pourquoi se gêner? Pourquoi se gêner? On reprend tout, on massacre tout, on passe à une souveraineté européenne qui n'est que l'autre nom de la domination allemande et américaine sur l'Europe. On passe à la destruction de la langue française, par exemple, qui est de plus en plus sacrifiée au tout anglais commercial et du business. On démolit les acquis sociaux, les retraites, la sécu, le remboursement des médicaments, j'en passe, et des pires. Tous les salariés savent bien dans quel état ils sont et quel jour du mois ils commencent déjà à tirer la langue, en quelque sorte, de nos jours. Donc, si vous voulez, c'est la preuve à contrario. Quand il y a un grand parti communiste, marxiste-léniniste même, un grand parti communiste internationaliste lié au camp socialiste, lié au mouvement communiste international, et en même temps patriote, eh bien, on gagne des acquis et on a la perspective devant soi du socialisme. On ne peut pas avancer d'un pas si l'on craint d'avancer au socialisme, disait déjà Lénine, effectivement. Alors à partir de là, eh bien, oui, nous disons, nous au PRCF, qu'il faut un nouveau congrès de Tours. Alors, un nouveau congrès de Tours, ça ne veut pas dire répéter
évidemment à l'identique ce qui a été fait en 1920. Personne ne dit cette sottise. Hein. Les formes doivent évidemment évoluer avec le temps, mais les formes changent, le contenu reste, l'essence principale reste. Qu'est-ce qui s'est passé en 1920 ? Eh bien, il s'est passé que les éléments révolutionnaires du Parti socialiste français, comme ceux du Parti socialiste italien, par exemple, ou du Parti social-démocrate allemand, se sont séparés des réformistes qui avaient participé à l'union sacrée avec leur bourgeoisie impérialiste, qui avaient contribué au massacre mutuel des peuples, à la Grande Guerre de 14-18, et qui avaient trahi leur classe. Hein, et donc, en Allemagne, Rosa Luxembourg ou Karl Liebknecht, en Italie, Togliatti ou Gramsci, en France, Cachin, Vaillant Couturier, et d'autres encore, évidemment, ont repris le flambeau du socialisme révolutionnaire en le liant à la Révolution d'octobre, c'est-à-dire à la première expérience socialiste de l'histoire sur un sixième des terres émergées, c'est-à-dire l'Union des républiques socialistes soviétiques qui venait de naître à l'époque. Et c'est sur ces bases-là, effectivement, qu'ils ont créé un parti de classe, un parti de combat, un parti sur lequel la classe ouvrière de France a pu compter pendant des décennies et des décennies, qui lui permettait de contribuer à l'histoire de son pays, à être un sujet actif dans l'histoire de son pays, et d'être véritablement, non pas simplement aux mains des différents partis bourgeois, y compris du parti social-démocrate ou de la fausse gauche, qui se servait d'elle comme d'un marchepied pour aller au pouvoir et qui la laissait tomber régulièrement une fois que les sociaux-démocrates ou les radicaux étaient au pouvoir. Là, avec le Parti communiste français, fini de rire, les ouvriers se battaient pour leur classe, se battaient du même coup pour leur pays, puisque le prolétariat est quand même la majorité du pays, au sens large du mot, et par conséquent se battaient aussi pour l'international, puisque si tous les prolétaires prenaient le pouvoir dans tous les pays, eh bien l'humanité pourrait facilement fraterniser. Hein, ce sont les classes dominantes qui sont la cause des guerres et des affrontements impérialistes, interimpérialistes, incessants, qui ont déjà provoqué de guerres mondiales dans le siècle passé. Alors c'est ça l'essence du congrès de Tours. Il faut que les véritables révolutionnaires se mettent dans la tête qu'il faut se séparer des réformistes. C'est ce que ne comprennent pas nombre de marxistes qui sont restés dans le PCF, en quelque sorte, et qui se comportent en lui comme une tendance à l'intérieur du PCF, en acceptant quand même globalement de suivre la direction qui reste euroconstructive, c'est-à-dire qui continue à mentir aux ouvriers de France en leur disant qu'on peut faire de l'Europe une Europe sociale, en leur racontant qu'avec le Parti socialiste, on peut fabriquer une politique sociale alors que toute l'histoire le dément et que lorsqu'il y a eu des avancées sociales comme en 1936 ou en 1945, le PCF était l'aile marchande et la social-démocratie suivait comme elle pouvait, et donc que le rapport de force est essentiel, y compris entre les révolutionnaires et les réformistes, et que pour cela, les révolutionnaires doivent se séparer des réformistes. Mais se séparer des réformistes, c'est-à-dire, soyons clairs, faire scission, comme ça a été le cas en 1920, où ce sont les réformistes, soit dit en passant de Léon Blum, qui n'ont pas accepté que la majorité, effectivement, se prononce pour l'internationale communiste, qui ont quitté alors le Parti socialiste, membre de la section française de l'internationale communiste, puisque le nom n'a pas changé tout de suite. Et donc à partir de là, effectivement, ils ont formé la SFIO, et donc on a vu les brillants résultats de la SFIO, notamment quand elle a voté, quand la majorité de ses députés ont voté les pleins pouvoirs à Pétain en 1940, ou quand par la suite, avec la troisième force, la SFIO a été de toutes les guerres coloniales. Bon, donc de ce point de vue-là, si vous voulez, c'est ce que nous disons, il faut que les révolutionnaires se séparent des réformistes, ce n'est pas un affaiblissement, c'est un renforcement, car lorsque les réformistes et les révolutionnaires sont dans le même parti, ce sont les réformistes qui dirigent, c'est-à-dire les partisans de la classe bourgeoise et du capitalisme sous des prétextes divers et variés. Ces gens peuvent ici ou là avancer le drapeau rouge, mais bon, ce sont de grands bourgeois. Rappelez-vous ce qu'on fait pour finir, Mitterrand, hein, qui nous a jetés dans les bras de Maastricht, de l'euro et de cette construction absolument abominable qu'est l'Union européenne. Rappelez-vous ce qu'a fait Jospin, qui a plus privatisé encore que son prédécesseur de droite. Et rappelez-vous ce qu'a fait Hollande, ou ce qu'a fait Manuel Valls, alors là, carrément avec une répression incroyable des manifestations annonçant Macron. Voilà, donc, et réunir les révolutionnaires.
au congrès de Tours, les révolutionnaires qui étaient membres du parti socialiste se sont unis aux révolutionnaires qui étaient à l'extérieur du parti socialiste, au comité d'adhésion par exemple pour l'internationale communiste et aux syndicalistes de classe, notamment un peu plus tard que le congrès de Tours à des gens comme Gaston Monmousseau, qui ont permis effectivement de faire revivre du même coup, parce que tout marche ensemble, les choses ne sont pas séparées par des cloisons, le syndicalisme de classe et de masse qui a fini par donner la CGTU, puis la grande CGT de combat que nous avons longtemps connue. Alors voilà en fait en gros quelle est la perspective que nous posons. Et c'est pour cela qu'au PRCF, nous disons qu'il faut un grand centenaire de ce congrès de Tours. Alors il a eu lieu à la fin du mois de décembre 1920, à Noël, et un peu au début de l'année qui suivait. Eh bien, surveillez les dates, c'est à ce moment-là que nous vous appellerons, nous, militants franchement communistes du PRCF. Là, il y a un avion qui passe, d'habitude ce sont des petits oiseaux, eh bien voilà, mais c'est le déconfinement. Alors prenons les choses du bon côté aussi, avec les côtés reprise de l'activité. Alors donc effectivement, ici, nous pouvons dire que voilà, il n'est plus temps d'attendre éternellement, parce que bientôt la France n'existera plus, ne sera plus qu'une expression géographique, tellement elle est démolie à toute vitesse par les Macron et autres exécutants de l'Union européenne, sur tous les plans, souveraineté européenne, armée européenne, pacte de Aix-la-Chapelle qui livre littéralement la France à l'Allemagne fédérale sur des pans entiers, domination de l'OTAN, je l'ai dit, domination de l'anglais, etc. Bientôt ce pays ne sera plus que le fantôme de lui-même. Eh bien, justement, pour que ça n'arrive pas, c'est aussi un enjeu patriotique, il faut un grand parti communiste dans ce pays. Et pour cela, il faut travailler avec le pôle de renaissance communiste en France qui y met toute son énergie avec des moyens modestes, mais en étant quand même de plus en plus écouté et entendu dans ce pays. Donc, vive le congrès de Tours, c'est-à-dire vive la renaissance d'un grand parti communiste de combat dans notre pays. Merci.